La routine se mit en place. Quand ils étaient à peine remis de leurs blessures, aidés par le retour de leur sommeil elfique, les guerriers mortels luttaient tour à tour entre eux pour maintenir leur forme physique et leur santé mentale. Livy, du même originel l'une d'eux, dont la coupure à la cuisse n'était pas entièrement refermée, à grand renfort de gestes. Le visage rosé de la Ladia en devint carmin. Elle avait beau ne pas avoir compris ces mots, cela ne nécessitait pas de traduction. Les autres, ainsi que les gardiens et les diétiers, éclatèrent de rire. Par la suite, ils attendirent l'autorisation des guérisseurs avant de reprendre leurs entraînements. Il ne se passa pas un jour sans qu'ils ne pratiquent, soit en combat à main nue, soit avec des exercices physiques ordonnés par Tariki, y prenant part elle-même. La Ladia endossa le rôle d'interprète durant un temps. Avec les 3 diétiers, Livy commença à apprendre le voïnir pour pouvoir échanger plus facilement avec leurs patients, notant les mots sur un carnet vierge apporté par Étilive. Elle l'abandonna très peu de temps après et fut celle qui progressa le plus rapidement. Le diétio semblait intrigué par cette évolution qu'elle-même ne comprenait pas. Elle avait l'impression de puiser la langue directement dans leurs esprits, percevant le sens des mots sans les connaître, progressant dans sa maîtrise plus vite qu'elle ne l'avait fait avec le léchir ou le migma. Il lui fallut seulement 1 mois pour le parler. Elle n'arrivait toujours pas à faire des nuits entières, la fatigue dévorant son visage, des cernes noires creusant ses traits, accentuant encore plus le contraste entre sa peau laiteuse et ses veines noirâtres. Elle avait repris l'habitude de ronger ses ongles et la peau autour. L'affolement remplaça l'inquiétude du Mégane quand, un soir, elle se recroquevilla dans un coin, loin des autres, et se mit à murmurer, dans sa langue maternelle, la tête enfouie contre ses jambes. Tant qu'elle avait pu s'occuper avec les blessés et l'apprentissage du voïnir, elle avait pu empêcher son esprit de retourner là-bas. Mais maintenant, il n'y avait plus rien à faire. Elle n'arrivait plus à le retenir. L'une des Taurians voulut s'approcher d'elle, mais fut arrêtée par Umegan lui expliquant la situation en quelques mots, sans entrer dans les détails. Le lendemain, la Tauria lui proposa de lutter avec elle. Elle refusa, craignant de perdre le contrôle. Le diétio l'encouragea et, après un temps d'hésitation, elle se laissa convaincre, retrouvant peu à peu sa sérénité dans l'exercice. À sa grande surprise, Livy réussit à se contrôler et il n'y eut pas d'accident. Il prit part tous les 4 aux exercices quotidiens, s'abstenant uniquement en présence de certains gardes. Les explications brèves du diétio lui avaient aussi permis d'avoir un peu d'intimité les quelques fois où elle dut se laver. Les immortels et diétiers, pourtant peu regardants avec la nudité, détournèrent le regard par respect. Elle sentait régulièrement les yeux de Tareki se poser sur elle, la détaillant, une question muette, inexprimée. La plupart des gardes allaient et venaient le long des barreaux ou s'asseyaient autour de la table avec des dés ou des cartes. Un petit nombre de ceux se relayant proposaient parfois aux captifs de jouer avec eux. Ils s'asseyaient à terre et distribuaient les cartes de tarot. Les prises et les appels étaient indiqués par un certain nombre de doigts levés quand ils ne connaissaient pas la langue de l'autre. Le jeu était prestement caché quand du bruit se faisait entendre dans les escaliers. Étilive venait les voir quand ces derniers étaient de surveillance, étant les seuls à le laisser s'approcher des barreaux pour parler sereinement avec son compagnon. Elle avait remarqué une nouvelle fois les sentiments mitigés des immortels, jonglant entre incompréhension, mépris, indifférence ou dégoût. Les montagnards avaient aussi été surpris, mais ils se déplaçaient respectueusement quand le Cirlio descendait, leur laissant l'intimité suffisante pour qu'ils puissent converser. Ils en vinrent à regarder le couple avec amusement et tendresse, n'hésitant pas à taquiner le diétio qui bougonnait toujours un peu après. Ils agirent de même avec les 2 diétias quand quelqu'un descendait les voir, mais elle sentit qu'ils les enviaient. Nul doute qu'à chaque fois, ils pensaient à ceux qu'ils avaient quittés. Elle se souvint de paroles prononcées par certains prisonniers là-bas, murmurant le souhait de pouvoir juste une fois écrire à leurs proches. Ils ne voulaient pas de réponse, mais coucher des mots sur le papier, dans l'espoir qu'un jour ceux qu'ils aiment les retrouvent. Ils avaient déjà abandonné tout espoir de s'en sortir vivants. Elle en parla à Tareki, tenant le carnet presque vierge dans ses mains, lui expliquant que, s'il le faisait, alors il devrait se contenter d'écrire sur le recto et verso d'une unique page. Il y avait 24 captifs et à peine autant de feuilles libres. La Ladia en discuta avec ses guerriers qui acceptèrent avec joie. Souvent, dans une journée, seul l'un d'entre eux lui demandait le carnet.
Il préférait attendre pour être sûr de savoir quoi écrire. Le défi fut aussi de le faire sous le nez des gardes. Humégane vint se poser un soir, après une visite de son compagnon, à ses côtés, emmitouflé dans une des couvertures que les immortels leur avaient laissées, se contentant de dormir les uns contre les autres, leur corps supportant bien mieux les températures glaciales que les mortels. Elle s'amusa de voir la longueur qui avait pris sa barbe. Ici, il ne pouvait pas la raser, et cela accentuait sa ressemblance avec les nains. Il en était de même pour l'une des diétias à la pilosité bleutée. « Comment te sens-tu » demanda le diétio, le tutoiement étant venu naturellement avec la promiscuité. « Bien, ne t'inquiète pas pour moi. Je ne te l'ai pas encore dit, mais est-ce que tu as accepté d'endurer pour t'occuper d'eux » avoua-t-il en désignant les prisonniers. J'ai trouvé ça vraiment brave. Je ne suis pas le seul. Beaucoup ont pensé comme moi. Je suis certain que ces Brindels s'attendaient à ce que tu refuses. Il a certainement prononcé tous les mots qu'il fallait pour, soupira-t-elle. Ce n'était pas de la bravoure, juste du bon sens. Ici, toute rébellion contre le roi demande beaucoup de courage. Ou de stupidité, répliqua-t-elle, faisant rire le diétio. Je ne les comprends pas. Cela fait 700 ans que je vis, 6 siècles passés ici, et je ne les comprends toujours pas moi-même. Elle le regarda surprise, s'étant toujours imaginé le diétio bien plus âgé. Il suivit ses pensées. Ma jeunesse est l'une des raisons de leur incompréhension, fit-il en désignant les immortels. Je ne les blâme pas. Ta sérénité est vraiment à toute épreuve. Ils devraient prendre exemple, répondit-elle. Merci. Tu sais, les quelques elfes que tu connais ne sont pas forcément les plus représentatifs de leur espèce. Ils sont généralement plus posés et calmes comme Muyen, ou Eridani avant. Dans certains domaines, je suis sûre que Muyen apprécie le changement, rit-elle. Comment peux-tu savoir une telle chose fit le diétio presque choqué. Je pense qu'on s'est toutes les deux retrouvées à un moment avec le besoin d'en parler, et pas avec des bons hommes. Le diétio se mit à rire. Celle questionna-t-il sans douter de la réponse. Qui d'autre? Son frère a dû être soulagé de le découvrir, songea-t-elle en repensant aux paroles du borgne. Nous aussi, répondit-il avec une ombre dans le regard. Il n'a pas toujours réussi? S'inquiéta-t-elle. Si, mais parfois celle... Commença-t-il hésitant à continuer. Il avait besoin d'un contact qu'aucune femme ne pouvait apporter. Elle fut interloquée par cette confidence. Elle se demanda lequel des deux s'était sacrifié et les conséquences que cela avait eues sur leur relation. Elle comprenait de plus en plus le lien profond qui les unissait tous les trois, et jusqu'où ils avaient été prêts à aller pour protéger non seulement les habitants, mais aussi Selaeg. « Comment as-tu rencontré Eti » demanda-t-elle, espérant chasser l'ombre dans son regard. Cette histoire est l'une des raisons de leur mépris et de leur dégoût, avoua-t-il en désignant une fois de plus les Sirlians. J'ai tué un elfe. Il lui raconta que son père n'avait pas souvent été présent dans son enfance, venant parfois passer l'été avec lui et sa mère, mais il pouvait s'écouler plusieurs années avant qu'il ne le revoie. Sa mère, Taria, tomba enceinte lors d'un de ces passages, alors qu'il atteignait son demi-siècle. Durant sa grossesse, il commença à comprendre qu'elle avait peur de lui, raison pour laquelle elle tolérait ses absences prolongées et son comportement irrespectueux. Il lui fallut plusieurs années pour comprendre que seule la présence de son fils l'empêchait de devenir violent, mais qu'il était aussi la raison pour laquelle elle ne pouvait pas s'enfuir du village. Elle accoucha d'une petite fille. Elle faisait à peine la taille des mains du Mégane à la naissance. Elle lui proposa de la nommer à sa 3e semaine, telle qu'était la coutume chez les diétiers. Il l'appela Belfine, du nom d'une fleur dorée poussant dans les sous-bois. Il lui apprit tout ce que son jeune esprit savait, remplaçant dans sa vie ce père toujours absent. Humégane rappela à Eldivie que le développement des diétiers était bien différent de celui des elfes ou des nains. Parfois leur corps et leur maturité progressaient en harmonie. Chez d'autres, les deux ne se développaient pas à la même vitesse, créant des situations incongrues et difficiles à vivre.
Un esprit de vieillard existait dans le corps d'un enfant de plusieurs siècles, ou l'inverse. Il arrivait que des diétiers, semblant avoir encore bien des années à vivre, se décrépissent en quelques semaines. Certains vivaient plusieurs millénaires, d'autres quelques décennies. Nul ne pouvait savoir. Il avait été chanceux de faire partie de la première catégorie et d'avoir été considéré comme mature par ses pairs peu de temps avant la grossesse de sa mère. Jusqu'à la naissance de Belphine, il avait pensé que c'était grâce au sang elfique de son père. Sa sœur n'avait pas eu la même chance. Elle était née quelques décennies à peine après lui, et bien que son corps se soit formé, son esprit restait celui d'une enfant. Même aujourd'hui, elle n'avait toujours pas atteint la maturité d'une adolescente, et il y avait des chances qu'elle ne l'atteigne jamais. Son père n'avait pas supporté cet état. Il blâmait leur mère et son sang de nain, lui affirmant que c'était de sa faute. Elle avait beau lui répondre que les choses pouvaient changer, qu'elles pouvaient encore évoluer, il ne l'écoutait pas. Un matin, il l'engueula alors qu'ils étaient tous les deux présents. Et Mégane comprit ce jour que la fois où il avait retrouvé sa mère baignant dans une mare de sang, elle avait tenté d'avorter pour obéir aux ordres de l'elfe. Sans succès. L'immortel était dans une fureur noire, et après avoir frappé sa mère, il attrapa sa sœur avant qu'il ne puisse intervenir et la tira dehors, ses cris d'enfant se répercutant dans tout le village. Les quelques habitants non occupés aux champs s'arrêtèrent. Certains tentèrent d'intervenir, mais ils avaient peur de l'immortel, ces derniers étant protégés par les lois du royaume. Blesser, ou pire, tuer un elfe, c'était s'assurer une condamnation à mort. Il ne se souvenait pas vraiment de ce qui s'était passé. Le souvenir restait flou dans son esprit, mais il se revoyait parfaitement tenir une pierre dans sa main, couvert de sang, et le visage de l'immortel à ses pieds complètement détruit. Il venait de tuer son père. La mort d'un Sirlio aux mains d'un Diétio étant un crime extrêmement grave, seuls le roi et les princes pouvaient exécuter la sentence. Une Diétia partit dans la cité la plus proche pour expliquer la situation. Les immortels auraient fini par se rendre compte de sa disparition. Le bourgmestre envoya un message à la capitale. Ils décidèrent de ne pas dépêcher de miliciens pour surveiller le prisonnier. Après tout, s'il disparaissait, cela aurait très bien pu se passer durant le trajet de la villageoise. Il fut mis, à peine attaché à un poteau, à l'entrée du village, peu surveillé par les habitants. Tous s'attendaient, espéraient que le matin venu, il se soit libéré. Il y resta pendant plus d'un mois, ne pouvant se déplacer que pour ses ablutions, retenu par une corde lâche tenue par l'un des villageois. Mais il ne comptait pas fuir, alors que tous l'encourageaient silencieusement à le faire. Un beau matin, 10 cavaliers elfiques s'approchèrent du village avec toute leur splendeur. Il n'avait pas pu s'empêcher de les dévisager, son père étant le seul immortel qu'il n'ait jamais vu. Il était persuadé que son tourment se finirait ce jour et que son exécution aurait lieu le soir même. Le groupe passa devant lui en le regardant à peine, et alla voir la chef du village. Ils passèrent toute la journée à poser des questions aux habitants. Ils dormirent sur place et recommencèrent le lendemain. Ils firent de même le 3e jour, alors que les diétiers étaient de plus en plus mal à l'aise. Le 4e jour, ils ne posèrent de questions à aucun villageois. Ils restèrent posés en cercle au centre du village, murmurant doucement entre eux. Quand on vint pour lui apporter son repas, 2 se levèrent et se saisirent de la nourriture. Ils l'emmenèrent eux-mêmes et s'assirent devant lui pour la première fois. L'un avait un regard bleu légèrement sombre et l'autre était borgne. Son œil valide brun pétillait de curiosité. Quand il eut fini de manger, ils lui posèrent une simple question. Pourquoi les habitants avaient-ils peur d'eux? Il ne put s'empêcher de rire à cette question lui semblant si absurde. Son rire mourut quand il s'aperçut que les 2 immortels ne comprenaient vraiment pas. Alors il leur dit la vérité. Après tout, il avait accepté de mourir. Qu'avait-il à perdre? Il leur parla de leur peur vis-à-vis des immortels, car le seul qu'ils aient vraiment connu était son père. Il leur parla de lui, de son attitude, de ses actions, de sa violence, du fait qu'il avait forcé sa mère à avorter, peut-être même plus, qu'il l'avait frappée, ainsi que sa sœur portant enfant dans sa tête. Il leur cracha toute sa haine et son mépris envers leur peuple. Ils l'écoutèrent en silence, interloqués par ses paroles. Quand ils lui demandèrent pourquoi elle n'avait pas fait appel à un guérisseur pour une pratique si dangereuse, il leur rappela leur situation excentrée et qu'ils devaient faire avec ce que la nature leur offrait en ces terres. Le 5e jour,
Ils questionnèrent plus précisément les habitants. Ces derniers se mirent à parler à leur tour. Le borgne revint le voir seul pour lui demander pourquoi il ne s'était pas enfui alors qu'il aurait aisément pu. Il refusait d'aggraver le déshonneur de sa mère et d'être un lâche dans les souvenirs de sa sœur. Ils le ramenèrent avec eux à Toranur. Il ne fut pas attaché durant le trajet et voyagea même pour la première fois à dos de Snéguil derrière Étilive, ses armes accessibles. Il aurait pu fuir, tenter de s'échapper à chaque instant, mais il ne le fit pas. Il avait demandé un jour à son compagnon si cela avait été un test. Il lui avait avoué que oui. Dérangés par ce qu'ils avaient appris, les Immortels avaient réfléchi à une solution pour changer les relations entre les deux peuples dans les parties du royaume où la brisure était importante. Ils ne pouvaient pas se permettre de laisser la haine mettre en péril l'ordre établi. Pas alors que la guerre contre les Ladians accaparait leurs ressources. Quand ils arrivèrent à la capitale, ils allèrent voir Lundil et Eridani pour leur exposer la situation. Leurs regards s'attardèrent souvent sur lui. Il ne comprenait plus ce qui se passait et commença à s'inquiéter d'avoir toujours une tête. Eridani et Lundil exposèrent l'idée à Sembrindel, la présentant comme leur, comme convenu entre eux. Le roi accepta de tenter l'expérience d'intégrer les Dietiers à l'armée, si Eridani et Lundil commandaient cette unité. De plus, le responsable du crime devenait entièrement la responsabilité de Selaeg. Au moindre écart, le prince payerait les conséquences. Il resta ainsi pupille du prince pendant 2 siècles. Après avoir effectué une formation militaire sous sa direction et celle d'Eridani, il demanda à apprendre l'art des soins. Cela lui fut accordé et Étilive et Lundil furent ses professeurs dans le domaine. Un centenaire après leur rencontre, il fit des avancées à l'elfe. La relation avec les diétiers de sa province s'était améliorée, et beaucoup les avaient découverts sous un nouveau jour quand il en retournait voir sa famille. Une fois que Selaeg encouragea son ami, ce dernier ne résista plus. Ils la gardèrent un temps secrète, mais plus l'état du Sirlio s'aggravait, plus Étilive avait besoin de soutien. Et cela se sut. La plupart des Immortels avaient toléré la situation sans pour autant l'accepter. Certains n'hésitant pas à cracher leur dégoût envers la supposée perversité de l'immortel pour le plus jeune. Mais quand Étilive fut l'un des rares à contrôler le Sciavgo, cela les rendit intouchables. Et aujourd'hui ? Questionna-t-elle. On n'est pas les seuls dans cette situation. Elle existait déjà bien avant dans les cités où la mixité est très présente. Mon peuple n'est pas si récent. Des deux côtés, il y a les puristes, les soutiens et les indifférents. Certains ont toujours du mal à comprendre que le temps et notre développement sont bien différents du leur. Il est surprenant qu'avec ton père tu aies choisi un elfe, fit-elle. Je ne pense pas qu'on choisisse ces choses-là. Une chose est sûre, de tout ce que je connais, vous semblez malgré tout les plus heureux. Elle lui vit un sourire idiot quand il la prit dans ses bras pour qu'il se protège du froid ambiant. La visite qu'elle appréhendait le plus se passa 1 mois et demi après que la porte se fût refermée dans son dos dans un bruit sourd. La majorité des troupes étaient rentrées, quand les derniers à revenir franchirent les portes de la ville. Dans cette unité, Eridani et Selaeg. Elle fut surprise de les voir calmes lorsqu'ils descendirent les marches. Muyen ordonna aux gardes de prendre une pause et il s'adossa à la table. C'était la première fois qu'il venait depuis son retour. Son regard ne se détachait pas de Tareki, le fixant sans sourciller. Étilive s'approcha du Mégane et, contrairement à leurs habitudes, ils se mirent du côté des montagnards, les observant tous les 3 intrigués. Ils nous ont expliqué ce qui s'est passé, commença Eridani. Pourquoi ? Demanda le Sirlio. Pourquoi ne t'es-tu pas retenu ? Je n'ai pas pu, murmura-t-elle doucement, soulagée par l'attitude de ses amis. Ils m'ont fait penser à eux. Eux ? Fit-il interloqué. Ceux avec qui j'ai été enfermée au tout début, répondit-elle en ne pouvant s'empêcher de détailler une nouvelle fois les prisonniers. Il n'y avait pas que des nains. Une ombre passa dans le regard du Sirlio, une inquiétude qu'elle n'arrivait pas à définir. Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit ? Fit la Sirlia après un instant de silence. Arsi, elle me l'avait déconseillé
Et par la suite, quand j'ai pris conscience de votre haine pour eux... » Ils l'observèrent. Elle ne dit pas qu'elle l'avait déjà fait une fois, mais qu'il l'avait oublié quelques minutes après. « Sont-ils tous morts là-bas » demanda Selaeg. « Non. 2 ont réussi à s'enfuir avec des nains. Les choses est mal tournées et nous sommes restés derrière Bekarsi pour leur faire gagner du temps. Et ils ne sont jamais revenus pour vous. » persifla l'elfe. « Celle, tu sais aussi bien que moi dans quel état ils pouvaient se trouver quand ils sont partis. Le temps qu'ils arrivent dans leurs royaumes respectifs et que les autorités... »« Arrête !» claqua-t-il, surprenant ceux à l'autre bout de la pièce. Elle ne se détourna pas de l'elfe et maintint son regard rendu sombre par la colère. « Est-ce ce que tu te répètes ? De piètres excuses pour les défendre » s'énerva-t-il en haussant le ton. « Merde, c'était leur peuple qui s'occupait de cet endroit. Et il y avait des Sirlians aussi. Dois-je te rappeler à quel point les tiens peuvent être aussi sadiques et pervers que les leurs ?» fit-elle, en indiquant les immortels derrière toute espèce confondue. « Tout comme les Gorians. Ou as-tu besoin de te souvenir de cette pochiasse d'Elfire ?» Livy ne supportait plus de les entendre nier en continu cet état de fait, de refuser de voir la vérité en face. C'était bien trop simple de décharger la faute sur un seul peuple en refusant d'admettre celle du sien. « Jusqu'à présent, » continua-t-elle, « la seule foutue espèce que j'ai rencontrée, ayant fait preuve de décence et d'honneur, est celle que vous vous accordez tous à mépriser comme des charognes. » Il s'écarta complètement désabusé des barreaux et se dirigea vers les escaliers. « Et si la situation avait été inverse, celle ? Si vous aviez été les premiers et eux les seconds, et qu'ils m'avaient accueilli depuis tout ce temps ? Dis-moi, aurais-tu aimé que je reste les bras croisés alors qu'ils condamnaient ton peuple à mourir dans la souffrance ?» L'elfe s'arrêta et la regarda une dernière fois. « Je ne t'aurais jamais laissé là-bas. »« Tu n'aurais pas eu le choix, » murmura-t-elle alors qu'il était déjà parti. Elle se frappa la tête contre les barreaux et attendit le venin de la Siralia, la regardant en coin. « Pochias ?» interrogea Eridani la surprenant. « C'est du Stroyer ? Doumir ?»« La mienne, » répondit-elle dans un soupir en se frottant les yeux. « Il n'y a pas vraiment de traduction. Je viens de me rendre compte que je ne t'ai presque jamais entendu la prononcer. »« Quelle importance !» répondit-elle mélancoliquement en s'écartant. « Je n'ai personne avec qui la parler. » La Siralia passa ses bras à travers les barreaux pour lui prendre la main. « Tu es dans la merde jusqu'au cou. En suis-je déjà réellement sortie ? » ?»« Leur as-tu demandé ?» répondit la Siralia en désignant les Ladians et Taurians de la tête. « Non. J'ai peur qu'il ait raison, » avoua-t-elle. « Et s'ils avaient su, je pense qu'ils m'en auraient déjà parlé. »« Je peux te confier un secret très bien gardé, » fit-elle conspiratrice. « Celle a rarement raison. » Elle ne demanda jamais et aucun des prisonniers ne lui en parla. La Siralia vint à chaque fois avec Étilive et elle observa, amusée, le manège des prisonniers. Encore plus quand elle remarqua que les 3 couples d'oiseaux se posaient à proximité du diétio et du borgne. Elle fut présente quand des diétias apportèrent leur repas et que le compagnon d'une des diétias avait tenté de glisser discrètement des biscuits. Elle leva un sourcil mais ne fit pas de commentaire. Les gardes firent semblant d'être concentrés sur leur partie de cartes. En mangeant un, Livy se rendit compte qu'ils avaient le goût caractéristique de ceux de Bélette, les feuilleuses. Livy fut surprise de voir Tariki faire un clin d'œil à la Siralia et se demanda si elle s'était connue avant la guerre, quand leur peuple était en paix. Pour la première fois, elle se questionna sur la proximité antérieure des 2 royaumes et leurs relations passées. Selaeg avait bien le même type de ligne tracée sur son corps que ses guerriers, et l'attitude de certains gardes tendait à aller dans ce sens. Elle repensa à la fresque. Les bracelets émirent une douce chaleur. La Siralia remarqua, lors d'une de ses visites, le carnet collé contre sa taille. Elle lui demanda de le voir et son hésitation ne fit qu'intriguer un peu plus l'elfette. Elle le lui tendit et sentit derrière elle les prisonniers se tendre. Ce léger mouvement n'échappa pas à l'ancienne et elle feuilleta quelques pages. Elle l'observa un long moment, avant de le glisser sous ses propres vêtements.
Elle n'en reparlèrent pas, et elle ne demanda pas à son ami de lui rendre les fois suivantes. Le Sirlio ne revint jamais. Puis, les événements s'enchaînèrent sans qu'aucun ne puisse les contrôler. Le roi descendit les escaliers alors qu'ils prenaient leur repas, répartis dans tout l'espace. Les prisonniers déposèrent leurs écuelles, se redressèrent, se mirent en rang et abaissèrent légèrement la tête en signe de respect envers le monarque. Ces 3 sujets s'inclinèrent une main sur le cœur. Livy se mit droite, les mains croisées devant elle. Tariki s'avança au-devant de lui et ils échangèrent quelques phrases. Il allait pour remonter les escaliers quand il fut attiré par un détail chez l'étrangère. Il s'avança dans sa direction et lui demanda d'approcher. Elle obéit sans un mot. « Laissez-moi voir cette blessure. » Elle ne comprit pas dans un premier temps sa demande. Elle n'avait pas été blessée depuis que Mérette lui avait cogné la tête contre les barreaux. Un poids lui tomba sur l'estomac en comprenant que ses manches avaient dû se relever et que les bandages étaient légèrement visibles. Elle s'approcha, tentant de garder un visage neutre. « Tendez vos bras, je vous prie. » Elle fit ce que le roi lui demandait. Elle n'avait pas de possibilité de fuite. Il déposa ses mains sur ses avant-bras et en serra ses doigts autour. Elle vit de prime abord la déception dans son regard, puis la surprise, la satisfaction et enfin la douleur. Il maintint tout de même sa prise de longues secondes sous l'observation intriguée des autres. Il retira enfin ses mains avec un étrange sourire en observant ses paumes brûlées. Il sortit sans un mot, et la terreur, si familière, refit son nid dans son cœur. Livy put percevoir les centaines de questions traversant l'esprit des autres prisonniers, mais aucun d'eux ne les formula à haute voix. Tariki chercha une réponse auprès des diétiers, eux-mêmes complètement déroutés. Ils ne purent la voir avant longtemps. Les gardes qui vinrent en fin de journée étaient des proches de Mérette. Ils n'auraient pas dû être là ce soir-là, ce n'était normalement pas leur tour de surveiller les prisonniers. Sa crainte s'intensifia encore plus. Elle se mit à avoir peur pour Humégane et les autres, ainsi que pour ceux restés dehors. Qu'en était-il d'Eridani et Sélaëg? Le roi les avait-il sommés à des explications? Elle se calma en se rappelant que la Sirlia était en patrouille dans le nord et que le roi, quoi qu'il affirmait, avait peur de son fils. La porte condamnée et les renforts lors des crises du prince en avaient été des preuves tangibles. Lorsque le premier soldat s'assit, contrairement à ses habitudes, cela attira leur attention. Quand les soldats encore debout firent de même, ils se relevèrent tous. Quand les 4 s'affalèrent les uns après les autres endormis, ils se regardèrent sans comprendre ce qui se passait. Dans un même mouvement, ils levèrent la tête à l'entente d'un bruit de pas. Muyenne apparut, se saisit des clés sur un garde et ouvrit la porte. « Venez. Dépêchez-vous, » insista-t-il en ne les voyant pas bouger. « Livy, Humégane, allez-y, » ordonna doucement Tariki. Le diétuo la prit par le bras et la fit avancer. « Mais, et vous ?» questionna-t-elle. « Nous sommes trop. Vous aurez plus de chance juste vous 2. »« Ne t'inquiète pas pour eux, nous nous en occuperons, » rassura Indietia. Muyenne confirma d'un signe de tête. « Pouvez-vous au moins nous les laisser ?» demanda un taurion en caressant le plumage d'un oiseau ayant élu domicile dans les geôles. « Bien sûr, » répondit Humégane perturbée par la question. « Si on vous demande, » ordonna Muyenne, « c'est celle. » La ladia acquiesça et, en montant les escaliers, Livy entendit Tariki une dernière fois. « Personne ne se réveille avant la relève de la garde. » Muyenne les guida, sous les dernières neiges hivernales, à travers la cité endormie jusqu'à la porte du quartier d'Yétier. Ils durent s'arrêter et se cacher dans des recoins à plusieurs reprises, alors que des passants ou des patrouilles arrivaient dans leur direction. Les soldats d'Yétier de faction les ignorèrent quand ils passèrent à côté d'eux. 2 elfes les attendaient sur des snegils, une 3e bête avec eux. Et Tiliv dut la retenir pour ne pas alerter les habitants avec ses jappements de joie à la vue du diétuo. Celle de Sélaëg se baissa à son approche. Elle attrapa les armes et les brassards tendus par le Sirlio et monta derrière lui. Eridani est au nord, juste à proximité du village détruit, pressa Muyenne. Bonne chance. Les bêtes s'avancèrent silencieusement et se glissèrent dans l'eau du lac pour atteindre la rive.